Absolument. Merci, merci à vous toutes et tous. Donc, je propose pendant que les personnes partent qu'on désigne la secrétaire de séance pour ce conseil d'arrondissement. Je propose Madame Membré. Est-ce qu'il y a des objections? Eh bien, je vous remercie. Madame Membré, vous êtes donc secrétaire de séance et je vais vous demander de procéder à l'appel nominal. Je vous donne cette liste et j'envoie l'émargement par ailleurs. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. On commence par Alcover Marie. Présente. Auger Camille. Pouvoir. Belhamel Fatia. Bono Malika. Bouzerda Fouzia. Bréban Anne. Présente. Bruvillers Pauline. Carpentier Quentin. Présent. Chapuis Gauthier. Présent. Crétinon Marion. Présente. Drioli Adrien. Frénillot Sylvie. Présente. Genouvrier François. Pouvoir. Pouvoir. Giordano Alain. Giraud Emmanuel. Guinet Cyril. Pouvoir aussi. Oui, pouvoir. Ajrimina. Présente. Jobert Antoine. Présent. Lacoste Camille. Laurent Benjamin. Pouvoir. Membré Lisa. Présente. Mus Sébastien. Présent. Ottaviani Jean-Pierre. Pouvoir aussi. Bon. Paris Johan. Présent. Portier Élie. Renaud Blandine. Présente. Et Saint-Ruiz Amaya. Présente. Eh bien, je vous remercie. Au vu des présents, le quorum est donc atteint. Nous pouvons commencer notre conseil d'arrondissement. Une petite introduction de ma part. Et comme je l'avais déjà fait au dernier conseil d'arrondissement, je souhaite vous rappeler les règles concernant la communication politique pendant les campagnes électorales. Donc, lors d'un conseil d'arrondissement, nous appliquons les 3 règles suivantes. Pas de slogan ni annonce de campagne dans cette assemblée, ni sur nos supports liés à cette séance. Présentation factuelle des délibérations liées à l'ordre du jour. Aucune captation ne peut être utilisé au bénéfice de la campagne. Donc, je vous souhaite, j'invite à la très grande vigilance dans nos débats et une prise de parole ce soir. Je vous remercie. Je profite de ce petit mot d'introduction sur ce sujet de période électorale pour rappeler une évidence, mais qui est quand même importante, c'est que le triple scrutin qui nous attend en mars prochain nécessitera une logistique inédite. Et donc, dans le 9e, nous aurons besoin de 270 volontaires pour tenir les 30 bureaux de vote et pour chacun des 2 tours. Donc, n'hésitez pas à parler et à solliciter vos proches, vos voisins, et de leur demander de participer à cet grand effort citoyen qui aura lieu donc en mars. Ces journées sont finalement, pour les vivre depuis un petit bout de temps, régulièrement très sympathiques et porteuses de sourires et de rencontres. Donc voilà, je vous invite à postuler auprès de la ville de Lyon et de l'arrondissement pour venir participer à la tenue d'un bureau de vote. Quelques mots sur ce qui s'est passé dans le 9e ces dernières semaines. De nombreuses animations pour les seniors lors de la Semaine Bleue, avec quasi toutes les propositions qui étaient complètes. Des événements autour d'Octobre Rose, qui vont également rencontrer un beau succès, ceux organisés par la mairie, mais aussi par nos partenaires de l'arrondissement et par la ville. Également. Le rôle d'une mairie d'arrondissement qui se poursuit dans ce champ partenarial et d'animation, avec quelques prochaines dates que je vous cite. Le 11 novembre, aussi, la commémoration au cimetière de Saint-Rambert. La fête des enfants, le 15, le samedi suivant, qui est malheureusement ou heureusement déjà complète, donc qui est un goûter, comme les années précédentes, goûter, animation, boum, paillettes, qui sont au programme. Et puis, le 22 novembre, dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, une gratiféria. Donc, on apporte ce dont on n'a plus besoin et on récupère ce qui nous fait plaisir. Madame Crétinon est à l'œuvre.
Côté des bonnes nouvelles, nous avons aussi pu participer au week-end de réouverture de la MJC du Cher, début octobre. Un bel événement pour saluer le retour dans un équipement rendu accessible grâce à 2 ascenseurs, devenus efficaces grâce à une rénovation thermique d'ampleur, mais surtout plus fonctionnelle grâce à une reconfiguration des espaces qui avait été travaillée au préalable avec les équipes. Donc cette MJC qui a repris ses activités dans son écrin, qui est vraiment une très belle rénovation, mais qui n'avait pas pour autant arrêté ses activités lors de l'année précédente, puisque les services, la ville, l'arrondissement avaient trouvé des lieux alternatifs pour maintenir les activités et maintenir ce travail de proximité dont on parlait tout à l'heure. C'est le rôle d'une mairie d'arrondissement et des services de mettre en relation et de trouver des locaux alternatifs pour nos partenaires. Et je tiens donc à dire que nous avons proposé au centre LGBTI de Lyon de venir occuper les anciens locaux du CCAS pendant 6 semaines, le temps des travaux qui sont prévus dans leur local qui est situé dans le 1er arrondissement. Cela leur permettra d'offrir à ce centre un lieu d'accueil pour maintenir les différentes activités et accueillir les associations qui le composent. Nous l'avions déjà fait ouvrir les portes de l'ancien CCAS qui se trouve donc au rez-de-chaussée de la mairie d'arrondissement pour le PIMS qui s'est installé maintenant à Gare de Vèze, et pour la Poste en son temps lorsque des travaux de rénovation avaient été organisés, et il me semble aussi pour le surcroît d'activité des périodes de fin d'année, nous aurons aussi l'opportunité de leur proposer de venir s'installer dans nos locaux. Cela dit, c'est bientôt la rénovation de la mairie du 9e arrondissement. Les travaux donc démarreront milieu 2026, et donc ces opportunités ne se feront plus dans cela, mais nous sommes toujours actifs pour les mises en lien des associations ou des acteurs de terrain quand il s'agit de trouver des solutions pragmatiques et efficaces pour les services publics et les habitants et les habitantes. Un dernier petit mot concernant les travaux menés par la métropole et notamment les mobilités Cœur de Vèze. Donc le nouveau plan de circulation est à l'œuvre. Les nouvelles habitudes sont en train d'être prises. Elles doivent se concrétiser. Mais clairement, on peut redire que le trafic, depuis que le trafic a été réouvert, parce qu'il y avait des points, des nœuds un peu compliqués liés à la découverte d'amiante dans des carrefours, on voit que le trafic est redevenu, a repris son niveau habituel, voire même un petit peu inférieur dans le sens sortant, que les reports ne sont pas ni massifs ni structurels, et que surtout, la mise en place des couloirs bus rue de Bourgogne et de la possibilité des cyclistes et trottinettes de pouvoir circuler sur cette rue de Bourgogne est très positive. Les bus sont très efficaces, beaucoup moins de retard en heure de pointe. C'était le but recherché. Nous, évidemment, il est un peu tôt pour tirer des conclusions, mais les tendances sont très positives. Les travaux des voies lyonnaises. Alors la 5 qui a été livrée en haut Marieton, comme le disait Monsieur Carpentier tout au début de ce mandat, est opérante. La 3, la VL3, donc voie lyonnaise 3, sur les quais de Saône entre le Pont-Koenig et le Barbe qui se poursuivent. Alors oui, et ça suppose des gênes, mais globalement, le trafic reste à peu près identique à ce qui pourrait se passer en temps normal sur ces axes. Voilà, je ne serai pas plus longue et je vais céder la parole au groupe politique s'il souhaitait prendre la parole. Madame Agery, c'est à vous. Vous pouviez peut-être vous rapprocher si vous aviez envie. Bon, bref, comme vous le souhaitez. Non, c'est rare, merci. Madame la maire, mes chers collègues, je voudrais débuter mon intervention ce soir en rendant hommage à 2 dames qui ont marqué notre arrondissement et qui viennent subitement de nous quitter. Peut-être les avez-vous croisées ou connues, Madame la maire, je ne sais pas. Il s'agit de Madame Dodile Denise, figure incontournable du quartier de Champvert, et de Madame Collet-Billon Monique, maillon associatif inoubliable sur le plateau de Saint-Rambert. Madame Dodile Denise nous a quittés le 10 octobre alors qu'elle participait à un voyage organisé en Allemagne. Cheville ouvrière du centre social de Champvert depuis des décennies,
Je me rappelle lorsqu'on lui avait organisé une fête surprise pour ses 80 ans. Croyant venir à une réunion du conseil d'administration, elle s'était retrouvée dans une immense fête en son honneur. Cette dame avait la fibre associative autant que son défunt mari. Ils se battaient toujours pour défendre l'intérêt général, leur objectif principal, le bonheur des autres. Depuis 2019, l'espace sportif Branly sur le 5e est devenu l'espace Pierre Dodille au vu de leur investissement. Denise va énormément nous manquer au centre social de Champvert et à sa table d'hôtes qu'elle avait à cœur d'animer. Récemment, j'avais passé un après-midi en sa compagnie à la Fondation Rambaud, résidence pour personnes âgées qu'elle avait intégrée. Nous avions évoqué ensemble les excellents souvenirs des après-midi festifs et des inoubliables escapades estivales organisées sur l'arrondissement. Madame Collet-Billon-Monique, elle, nous a quittés le 8 octobre, brutalement, après avoir passé sa matinée à la piscine. Ancien professeur de mathématiques au collège de Jean Perrin, Monique s'était beaucoup investie dès son départ en retraite dans l'association gymnastique volontaire Fayol du plateau de Saint-Rambert, association qui existe sur notre arrondissement depuis 1973. Présidente de cette association de 2007 à 2018, sa devise était la suivante: se maintenir en bonne santé tout en tissant un réel lien social. Elle avait même été vice-présidente du comité départemental de gymnastique volontaire du Rhône et de la métropole de Lyon. À travers de nombreux événements et notamment la Semaine Bleue, j'ai eu le plaisir de travailler avec elle afin de pouvoir proposer des séances de gymnastique douce adaptées à des personnes âgées dans les résidences du 9e et à des personnes handicapées. Elle avait été aussi très active à l'Office des sports du 9e et notamment dans l'organisation des soirées des trophées du sport à l'espace Jean Couty. Madame la maire, vous qui appréciez attribuer des noms de femmes à des nouvelles places ou rues, ces deux dames, ayant tellement contribué sur notre arrondissement, mériteraient amplement cette distinction. Je renouvelle à chacune de ces familles mes plus sincères condoléances. Madame la maire, mes chers collègues, quelques remarques pratiques à présent concernant notre territoire. Le 26 octobre, nous avons pu lire sur le journal du Progrès que depuis 5 semaines, les riverains de la rue Claude Debussy à Saint-Rambert étaient excédés de voir les poubelles s'entasser et d'assister à la multiplication des amoncellements de déchets non collectés. Personnellement, à l'invitation de l'association Mieux Vivre au Vergoing, je me suis rendu sur une autre partie de ce même quartier et j'ai constaté de nombreux dépôts de déchets et d'encombrants à divers endroits. Un manque de civisme indéniable, mais surtout un manque d'hygiène flagrant qui fait le bonheur de nuisibles en pleine journée. Sur notre arrondissement, la question de la propreté devient préoccupante. Place de Paris, rue des Tuileries. Madame la maire, que comptez-vous faire afin que les habitants puissent retrouver sérénité et meilleure qualité de vie dans un quartier plus propre? Autre problématique, cette fois-ci sur le quartier de la Duchère à la Sauvegarde. La pharmacie de l'avenue de la Sauvegarde a déménagé, avenue Ben Gourion. Tout est flambant neuf dans cet établissement. Cependant, rien n'a été pensé pour l'accessibilité de ce commerce situé face à la clinique de la Sauvegarde. Pas de passage piéton pour traverser de l'établissement de santé à la pharmacie. Pas de stationnement pour les personnes handicapées à proximité. Et un trottoir impraticable en fauteuil roulant ou en déambulateur pour accéder à ce commerce. Même à pied, il est difficile de circuler en évitant la piste cyclable. Madame la maire, que pourriez-vous proposer pour aider nos habitants, et notamment les personnes âgées et personnes handicapées, à accéder plus facilement à leur pharmacie de quartier? Concernant encore le quartier de la Sauvegarde, et plus précisément la rue Bercheva, depuis le mois d'août, les habitants étaient privés d'éclairage public le soir dans cette rue. Les enfants qui revenaient de l'aide aux devoirs ou de leur activité sportive étaient terrorisés, ainsi que les parents, à l'idée de faire une mauvaise rencontre. Après les multiples appels et signalements des habitants et du conseil de quartier de la Duchère, il a fallu que je téléphone personnellement en tant qu'élu 5 fois pour signaler ce dysfonctionnement, pour qu'enfin la demande soit prise en compte et la lumière remise mardi 28 octobre soir. Est-ce normal, Madame la maire, d'avoir laissé ses habitants 3 mois sans lumière? Autre remarque concernant le marché hebdomadaire du samedi matin à Balmont. Il va falloir conclure. En cette période électorale, vous allez peut-être vous y rendre plus souvent. Ce marché se dégrade pour plusieurs raisons. Cela devient catastrophique au niveau du stationnement anarchique. Des vendeurs non autorisés sont de plus en plus nombreux chaque samedi. Et au niveau de la voirie, nombreuses sont les personnes à avoir chuté à cause de trous énormes dans le sol. Madame la maire, vous qui aviez prôné la revitalisation de nos marchés, il est temps de sauver ce marché-là qui reçoit quand même plus de 600 personnes tous les samedis matins. Dernière remarque, où en est le dossier de l'EHPAD Les Balcons de L'Île-Barbe? Malgré mes interrogations renouvelées à chaque conseil d'arrondissement, aucune réponse à ce jour. Je vous remercie pour votre attention.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Eh bien, alors comme à l'accoutumée, on vous répond, chaque adjoint a noté, les réponses. Après, puisque monsieur Genouvrier n'est pas là, oui, il y a eu un vrai problème d'éclairage urbain, au niveau, de la sauvegarde, mais, voilà, qui nous a été remonté depuis très longtemps, par notamment les associations cultuelles, puisqu'elles sont, la synagogue, la mosquée, sont là. Un sujet complexe entre Enedis, la Serle. C'est un quartier en renouvellement urbain qui a mis du temps. Je vous le conçois pour être réglé. Mais enfin, si je peux me permettre, c'est pas votre coup de fil qui a démené le sujet. C'était un vrai désagrément pour les habitants, notamment les soirs. Et voilà, ça a été résolu. Et en urgence, je mets entre guillemets l'urgence, puisque l'intervention était, si on écoutait les services, prévus pour mi-fin novembre. Donc, Excusez-moi, voilà. c'est pas mon coup de Alors, je fil, ne vous ai c'est pas mes noté cinq- la parole. Vous c'est mes cinq demandez la coups de fil. parole. Voilà, vous voulez intervenir. Vous demandez, vous vouliez dire quelque chose? Oui, juste préciser que ce n'était pas mon coup de fil, mais mes 5 coups de fil qui avaient remis la lumière. Ah, c'était pas très compréhensible. Moi, j'ai compris comme ça. Mais bon. Alors oui, plusieurs coups de fil ont été passés, plusieurs remontées d'habitants ont été faits, effectivement. Effectivement. Je vous propose de passer à l'ordre du jour de notre conseil d'arrondissement. Ah non, aux questions des conseils de quartier. Désolée. Alors, on commence par la première question avec monsieur du conseil de quartier du Cher. Monsieur Sécry, c'est à vous. Monsieur Sécry nous avait fait part de ces problèmes d'éclairage d'ailleurs. Euh, eh bien, je vous cède la parole et c'est Madame Crétinon qui vous répondra. Bien, Madame la Allez-y, monsieur. maire, monsieur, madame les adjoints, monsieur, madame les élus, bonsoir, mesdames et messieurs. Notre question pour ce mois-ci est la suivante. Notre inquiétude sur la question de l'offre commerciale dans le quartier. Nous avons appris que le supermarché Auchan Market s'en allait. Alors, à l'époque où on se posait la question, on n'avait pas l'information officielle, mais maintenant c'est officiel depuis le 15 octobre. Et la rumeur qui court, c'est que Lidl reprendrait ce lieu-là. Et quid du local de Lidl actuel et quid des autres locaux vides sur le plateau, mais aussi sur l'ensemble du quartier de la Duchère. Merci. Merci, monsieur Sécry. Madame Crétinon, c'est à vous. Merci. Merci, Monsieur Sécry, pour cette question. Donc, il y a un sujet important qui a pu soulever des questionnements auprès des habitants de la Duchère. Donc, je suis très contente de pouvoir y répondre. Pour vous resituer, donc, le contexte, vous le savez probablement, mais l'enseigne Auchan fait actuellement face à des difficultés financières au niveau national. Et c'est dans ce contexte qu'elle a décidé de céder 19 enseignes sur tout le territoire français. Et parmi les supermarchés qui sont concernés par cette opération, 2 sont situés à Lyon. L'un dans le 8e, dans le quartier des États-Unis, pardon, et l'autre dans notre arrondissement, et donc c'est bien celui de la Duchère. C'est bien l'enseigne Lidl qui va reprendre cette cellule commerciale et qui va donc presque doubler. Avant, il y avait près de 800 mètres carrés, maintenant plutôt 1500. Donc Lidl va faire des travaux pendant plusieurs mois au sein de ce local pour le remettre à neuf et apporter un confort de circulation pour leurs futurs clients. Le transfert du Lidl dans les nouveaux locaux est prévu a priori donc d'ici la fin du premier semestre 2026. Le changement de local sera réalisé avec une fermeture de 2-3 jours seulement. Il n'y aura pas de rupture d'offre sur le quartier parce que je sais que c'était une inquiétude des habitants. Quant au local actuel situé sur la place Gisèle Halimi, ce local appartient à la SEMPAT, une société d'économie mixte qui est chargée de gérer des biens immobiliers. C'est donc la SEMPAT qui se charge de la commercialisation de ce local. Donc la commercialisation est en cours. Dès lors qu'on a appris le départ de Lidl, on s'est vite mis en lien pour pouvoir réagir au plus vite. Et bien sûr, la ville de Lyon l'accompagne. La mairie du 9e et la ville sont pleinement investis pour que ce local trouve preneur. Parce que nous souhaitons que les habitants de la Duchère puissent continuer à bénéficier de ce service essentiel qui est l'accès à des commerces de proximité. Et avec le souhait d'une diversité dans l'offre commerciale qui est proposée.
De son côté, Lidl nous a également proposé son concours pour trouver un preneur et donc fait jouer son carnet d'adresses, si on peut le dire comme ça. La SEMPAT est en train actuellement de recevoir des dossiers de candidature qui sont adressés donc librement par des entreprises, entrepreneurs. Suite à cela, la SEMPAT va étudier les dossiers qu'elle aura reçus sur le volet financier, technique et aussi de l'offre commerciale et le soumettra à un comité d'agrément qui est composé donc de la SEMPAT, de la ville, donc des services de la DK et aussi des chambres consulaires. Ces dernières apportent du coup un éclairage technique sur l'offre commerciale, la complémentarité et ce que ça peut vraiment apporter donc, au quartier en termes d'opportunités commerciales. Donc la commercialisation est actuellement en cours. Je n'ai pas voilà, le nom du preneur, donc je ne peux pas à ce stade vous en dire plus, mais bien sûr, je serai là au prochain bureau et j'étais là au précédent, donc on continue de se tenir au courant sur ce sujet-là, bien sûr. Et pour vous dire quelques éléments sur la direction du comité d'agrément, notre ligne directrice a toujours été de réduire au maximum la vacance commerciale, évidemment, de soutenir le maintien des commerces existants, de promouvoir la complémentarité de l'offre sur le quartier et d'apporter dans la mesure du possible aussi des commerces de destination qui apportent voilà, un vrai plus à un quartier qui peut faire venir aussi des habitants d'autres quartiers. Voilà, donc le processus suit son cours et donc on se tiendra au courant et voilà, on espère que le preneur apportera un vrai plus au quartier. Merci. Merci. Et c'est vrai que vous avez raison de parler de rumeurs, parce que moi j'ai entendu des rumeurs un peu folles sur l'installation d'un commissariat. Ça serait pas, voilà, on ne serait pas contre, mais c'est pas la police. La police nationale nous a confirmé que ce n'était pas précis. Voilà, donc merci, Monsieur Sécry, merci à vous. Il y avait une question aussi du Conseil des quartiers Vers Industrie Roche-Cardon, Monsieur Rousset, c'est à vous. Madame la maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, notre question porte sur la fermeture de l'Agora. C'est une question qu'on avait prévue pour il y a 3 semaines quand le conseil du quartier quand le conseil d'arrondissement devait avoir lieu plus tôt. On a hésité à la maintenir, sachant qu'on avait un autre sujet qui était les dysfonctionnements constatés au niveau de la boule des carriers. Mais comme ce sujet fait l'objet de discussions, on laisse le temps au temps. Donc, sur la fermeture de l'Agora, nous avions fait état, le conseil du quartier, de notre souhait, comme beaucoup d'autres, qu'une maison des associations voit le jour à Vèze. Et on avait donc forcément accueilli avec satisfaction l'ouverture de l'Agora à côté de la mairie du 9e. Aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons structurelles, financières, l'Agora est fermée. Donc, les associations du 9e ne disposent plus d'un lieu pour se réunir. Comme beaucoup, on considère effectivement que c'est un grand vide, que c'est un grand manque, parce que le dynamisme des associations dépend aussi pour elles des moyens pour se réunir, même si la visio permet parfois de pallier un certain nombre de choses. Et donc, notre question est très simple. Au regard de cette fermeture, quelles sont les décisions à venir et projets de la mairie du 9 et plus largement de la mairie centrale pour accueillir les associations en urgence et pour qu'elles disposent à plus long terme d'un outil fiable et adapté? Et si vous me permettez, j'élargis un petit peu la question aussi à une maison pour les personnes âgées, parce que les associations, c'est une chose, et les personnes âgées ont des besoins un petit peu différents. Voilà, donc sur ces 2 outils, enfin principalement le premier, on vous remercie pour vos réponses. Eh bien, merci pour la question. C'est un sujet qu'on avait déjà évoqué, je crois, au précédent conseil. Alors non, l'Agora n'est pas fermée, en fait. Alors, sous la forme dans laquelle elle existait avec l'animation de ma friche urbaine, oui, effectivement, c'est différent, mais ce tiers-lieu qui était un temps d'expérimentation qui avait été déterminé comme tel sur une durée déterminée, alors que sur le fond, rien à dire sur le fait que, comme j'ai tendance à dire, la mayonnaise vraiment prenait avec cette ouverture à des professionnels de l'ESS, des associations, mais aussi des institutionnels et puis des habitants, tout simplement. Ce lieu voilà, fonctionnait très bien, mais force est de constater qu'économiquement parlant, l'animation de ce lieu, la gestion de ce lieu n'était pas rentable pour ma friche urbaine, donc on ne voulait pas les mettre plus dans la bras. Mais globalement, comme je
je l'ai déjà dit, il n'y a aucun sujet sur le travail formidable qu'ils ont fourni et sur le résultat qu'il en découlait. Donc, c'est à contre-cœur, mais il a fallu effectivement prendre des dispositions. Maintenant, tous les occupants qui utilisaient de façon régulière l'Agora, alors quand je dis régulière, c'est pas inconditionnel comme on pouvait passer boire un café, ça je vous l'accorde, ce n'est plus possible, mais les structures de l'ESS qui souhaitaient rester sont vues attribuer un nouveau contrat d'occupation avec la ville, enfin la mairie du 9e arrondissement, à des tarifs qu'on a d'ailleurs délibérés au dernier conseil, ou au conseil d'avant d'ailleurs, en conseil de septembre. Et les associations qui venaient de façon régulière, temporaire, comme le mardi soir, l'orchestre, on ne l'entend pas là peut-être, mais qui répète, ou d'autres associations qui occupaient des créneaux ont été maintenues dans leur lieu, comme plutôt utilisation de créneaux de salles associatives. Alors, je tiens quand même à dire que la mairie du 9e arrondissement gère plusieurs salles associatives, et notamment par exemple dans le quartier, mais au quartier de l'industrie, il y a Madeleine Bresse, il y a la maison Tissot, et ces deux locaux ont encore des créneaux. Donc l'urgence dont vous faites parler pour l'occupation de certaines associations, en fait, qu'elles viennent nous voir, puisque je vous dis, il reste très concrètement des créneaux. Ensuite, pour l'avenir de cet espace, comme je le disais précédemment, en avril 2020, on va dire avril-mai 2026, la mairie du 9e arrondissement entre en travaux, et ces espaces seront occupés par les services, pas tous les services, mais certains services. Ça sera avec l'espace Jean Couty, seront occupés. À l'issue de cette occupation qui sera un peu plus intensive qu'aujourd'hui de ces espaces. L'idée est de revoir avec un opérateur ou en régie directe pour relancer ce tiers-lieu, puisque quelques mètres carrés de plus et une organisation peut-être un petit peu plus légère permettrait un bilan économique positif et pourrait permettre la réouverture de ce tiers-lieu. Voilà. Après, ça reste très énigmatique et très futur. Est-ce que j'ai à peu près répondu C'est pas mal, je vous remercie. Et aussi, en parlant d'un local associatif pour les personnes âgées, je pense que sur Vèze, malheureusement, contrairement à la Duchère, il n'y a pas une association très dynamique qui nous demande instamment des créneaux. Malheureusement, on a essayé de relancer avec Madame Saint-Ruiz, pouvoir créer des créneaux à cet effet. Il y a quand même des choses qui se font très, très régulièrement, notamment à la maison Tissot. Je tiens aussi à dire que la politique qui a été menée, et Madame Alcover est d'ailleurs bienvenue, bon retour, Madame Alcover, dans notre assemblée. L'idée aussi, c'est que justement, les biens immobiliers appartenant à la ville de Lyon et qui peuvent accueillir des associations ne soient pas privatisés par une seule association comme il s'est fait dans le passé, mais bien partagés, puisqu'on se rend compte qu'une association n'utilise jamais à temps plein un bâtiment, et que donc c'est l'idée aussi de partage des espaces que nous avons voulu mettre en avant. Juste, vous avez, sur les personnes âgées, il y a deux éléments. Il y a à la fois une association qui va accueillir l'association en tant que telle, et puis aussi avoir un lieu qui puisse être un lieu d'accueil et d'animation pour les personnes âgées, mais à titre individuel. Alors, c'est vrai que le centre social joue ce rôle, mais c'est vrai que les personnes âgées, il semblerait quand même, d'après les retours qu'on a, qu'il y a un certain nombre de besoins à ce sujet. Je pense que ça sera un des enjeux de la prochaine mandature. Je partage le besoin. Tout à fait. Merci, Monsieur Rousset. Eh bien, cette fois, nous passons pardon, oui, Madame Reynaud. Oui, Madame le maire, si vous me permettez d'intervenir sur ce sujet qui est assez important, puisque notre arrondissement est très riche de ces associations fort nombreuses. Et donc, pendant la durée des travaux de la mairie, il va y avoir le tiers-lieu d'une part et l'espace Jean Couty qui ne vont plus être accessibles pour toutes ces associations. Ont-elles été prévenues?
avez-vous pu trouver des solutions pour les accompagner pendant cette période de transition? Je vous remercie. Oui, bien sûr, elles ont été prévenues et d'ailleurs, il y a une alerte qui est faite dès qu'il y a une réservation de salle à Jean Couty pour des occupations récurrentes, je veux dire des associations comme vous faites, à laquelle vous faites référence pour l'auto annuel ou un temps festif. On a toujours pour les plus petits groupes la maison des fêtes et des familles à la Duchère qui est sous-exploités, donc qui pourraient être un plan B entre guillemets. Et puis on a des salles associatives au niveau il faut une solidarité en fait au niveau de la ville. Donc que ça soit le 5e ou des salles, je pense à la salle Molière, des salles qui sont voilà, gérées par la ville de Lyon, mais qui sont à des fins de spectacle, enfin qui sont de capacité importante, qui pourront accueillir. On a entre guillemets un droit de tirage. Chaque mairie d'arrondissement a un droit de tirage sur ces créneaux-là. Et Monsieur Godino, l'adjoint au maire de Lyon, nous a accordé d'autres créneaux. Donc voilà, c'est ce qu'on vient de discuter. Par exemple, je prends un exemple avec le centre de la Voie qui a déjà anticipé les restitutions de fin d'année avec les classes CHAM qui sont fin d'année, typiquement juin, enfin fin d'année, je parle scolaire, juin, voilà, c'est compliqué. Donc oui, on accompagne les associations. C'est clair qu'il y aura pour certaines personnes des difficultés, ça, on en est conscient. Mais on ne pouvait vraiment pas faire les travaux de la mairie en site occupé. Donc voilà, on a essayé de travailler à des solutions et puis on accompagne les associations au mieux. Oui, Madame Agerie. Madame la maire, excusez-moi, il est déjà 20h30. Le conseil devait démarrer à 19h. Pourquoi le SICA n'a pas pu commencer à 18h au lieu de 18h30? Parce que voilà, 18h, c'est un peu tôt pour certaines personnes. Ont été convenus en début de mandat de SICA et avec les associations que c'était l'heure appropriée pour commencer parce que certaines personnes quittent leur travail un peu plus tard. Et puis, je pense que c'était important de prendre son temps sur ce SICA. Donc, nous commençons avec du retard, je vous le conçois, ce conseil d'arrondissement. Et nous avons 29 délibérations. La première, la 116-809, qui est l'état spécial 2025. Il s'agit de l'affectation des résultats des recettes 2024. Alors, nous ne sommes pas très en avance pour présenter cette délibération, mais nous sommes dans les temps. Alors, lors du conseil de juin, donc le compte financier unique 2024 de l'état spécial a été approuvé. Pour rappel, d'un budget de 1 113 017,24 €, les dépenses, donc ça c'est un budget, et les dépenses se sont élevées à 891 147,45 exactement, avec donc dégageant un excédent brut de 221 859,82. Et nous avons dû soustraire les restes à réaliser qui étaient en cours. Et nous sommes aujourd'hui avec un excédent net à affecter de 177 536,76 exactement. Et donc, conformément aux règles budgétaires, il nous revient aujourd'hui de reprendre ces restes à réaliser, de les affecter. Donc 10 000 ont été affectés à la dotation d'investissement, 10 000 à la dotation d'animation locale et 147 536,76 à la dotation de gestion. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Eh bien, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Nous passons au budget primitif pour 2026. Donc, le conseil municipal a validé en septembre la répartition des dotations pour 2026. Donc, le 9e recevra 796 376 €, dont 698 764 pour la gestion, 97 612 € au titre de la dotation d'animation locale et
106 760 € au titre de l'investissement. Alors, nous devons aujourd'hui adopter cet état spécial. Pas de grands changements par rapport aux années précédentes. Nous inscrivons au crédit certains équipements transférés comme les salles associatives. Et puis, nous devons prendre en compte des nouveaux équipements, notamment des crèches comme celle de Léonie Chaptal. Et nous y reviendrons un petit peu plus tard. Monsieur Jobert, vous nous en parlerez, puisque une nouvelle crèche sera transférée à l'arrondissement lors de ce conseil. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Eh bien, je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Alors, voilà, nous entrons dans le vif du sujet. Nous passons à une modification d'inventaire des équipements de proximité du 9e arrondissement. Donc, conformément au Code général des collectivités territoriales, les équipements de proximité relèvent de la responsabilité des conseils d'arrondissement. Donc, chaque inventaire doit être adopté de manière concordante par le conseil municipal et le conseil d'arrondissement. Donc, nous accueillons pour cet inventaire comme grand changement les locaux de la crèche Léonie Chaptal et sa cour intérieure. Je cède la parole quelques minutes à Monsieur Jobert pour nous décrire ce nouvel établissement. Merci Madame la maire. Brièvement, mais quand même un moment important et dont on peut se féliciter collectivement, c'est-à-dire à travers ce passage, ce transfert dans l'inventaire du 9e arrondissement de la crèche, vous signifiez collectivement que nous avons une nouvelle crèche dans le 9e arrondissement qui ouvre en décembre, une crèche de 42 berceaux. Et je trouve que c'est aussi un projet qui, dans le tumulte, le clivage, la violence même parfois de notre monde politique, illustre la continuité des projets quand c'est des bons projets. Donc, je veux, à travers mon propos, rendre hommage à Blandine Reynaud, qui avait initié ce projet avant la fin de son mandat précédent, un projet que l'on a poursuivi, qu'on s'est approprié et qui répond à la fois à un vrai besoin du territoire. Donc, la crèche, pour ceux qui ne le situent pas, est située à Gorge-de-Loup, donc un quartier politique de la ville qui avait une vraie carence en termes d'accueil de petits-enfants. Mais c'est surtout une crèche qui est un projet, vraiment un beau projet, qui est un peu l'illustration du modèle lyonnais en matière d'accueil de petite enfance, parce que c'est une crèche spécifique d'application, où en fait, on va, un peu comme dans un restaurant d'application, pouvoir accueillir des professionnels qui vont venir observer comment travaillent d'autres professionnels au contact des enfants et permettre aux professionnels de la crèche, qui sont déjà des gens très bien formés, d'être accompagnés, d'être encore mieux formés, tout ça au service des projets pédagogiques et de la qualité de l'accueil des jeunes enfants. Donc on s'en félicite, on en est vraiment très content. Et c'est une crèche aussi qui, de par sa dénomination, nous permet de poursuivre la féminisation des noms de rues, d'équipements, puisque nous avons choisi la crèche, la dénomination Léonie Chaptal, en hommage à une grande dame qui s'est beaucoup investie à la fois pour la reconnaissance du métier d'infirmier et sa transposition à la petite enfance, puisqu'elle a ouvert un des premiers jardins d'enfants en France au début du XXe siècle. Donc voilà, un beau projet qui arrive dans le 9e arrondissement, que je vous invite à découvrir. Et par ce propos, j'inviterai bien sûr Blandine Reynaud à venir le visiter avec nous et qui répond à un vrai besoin. Donc c'est bien, ça avance. En tout cas, sur cette délégation de la petite enfance, c'est un beau projet. Merci, Monsieur Jobert. Eh bien, alors, oui, Je vais remercier mon collègue pour ses propos. C'est vrai que je tenais beaucoup à cette crèche, puisque c'est un vrai projet à la fois pour l'arrondissement et à la fois effectivement pour la formation des professionnels dont nous avons vraiment besoin, parce que la petite enfance et les métiers de la petite enfance sont des très beaux métiers, mais on a vraiment besoin que des hommes et des femmes s'investissent auprès de nos jeunes enfants, puisque l'éducation commence dès le plus jeune âge et c'est très important qu'ils soient bien entourés. Je vous remercie. merci. Donc, dans ce processus d'inventaire, nous allons donc, dans un premier temps, délibérer sur l'inventaire proposé par l'arrondissement. Donc, je vous propose de passer aux voix. Qui est pour, enfin, qui est contre, qui s'abstient. Donc, nous avons une liste d'inventaire. Elle est donc concordante avec la liste proposée par le conseil municipal. Donc, je vous propose de voter cette concordance. Qui est contre, qui s'abstient.
Eh bien, je vous remercie. Donc, nous avons statué sur ce nouvel inventaire de. Il nous faut adopter l'inventaire stabilisé. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Vous voyez, on a traité 4 délibérations d'une seule fois. Alors, nous passons à la tarification. Donc, la 16 628, la tarification des équipements transférés aux mairies d'arrondissement. Nous avions déjà évoqué cette tarification. Dès qu'il y a un changement, nous devons la voter en conseil d'arrondissement. Les changements pour notre arrondissement concernent l'actualisation des grilles de tarification pour Denise Doménac et Madeleine Bress, qui permettent la gratuité aux partis politiques de ces salles associatives. Il y a des questions, des interventions? Eh bien, je vous propose de passer aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Je l'ai fait dans le désordre, mais c'est adopté. Merci à l'unanimité. En l'absence de Monsieur Genouvrier, je vais vous présenter le dossier suivant, le 105 438. Il s'agit de Lyon en transition. Donc, chaque année, il est désormais l'occasion de présenter ce rapport qui permet, la mise en perspective des actions de la ville menées au cours de l'année précédente dans le domaine de la transition écologique. Et donc, l'idée, c'est de vous présenter les actions marquantes de cette année 2025 en pointant des exemples concrets et notamment, puisque pour lutter contre le réchauffement climatique et pour faire avancer la transition. Plusieurs axes, évidemment, l'augmentation de la végétation, et ça passe par les cours d'école, et je citerai la cour des Bleuets et la cour des Sauvagères, qui ont toutes les deux été rénovées cet été. Il y en a plusieurs qui arrivent pour les prochains mois. Nous avons aussi les abords des écoles apaisées, notamment on peut parler de la rue Tissot, la rue Johannes Massé. Des aménagements urbains, et notamment avec une forte part de végétalisation, et je pense à l'aménagement de la rue des Docks qui a eu lieu dans cette année. On augmente la part de pleine terre, la végétation, mais aussi on réaménage des parcs. On peut parler de Montel, Nérard. On peut parler du volet habitation, bâtiment, avec des grosses rénovations énergétiques qui ont été opérées en 2025. On a parlé de la MJC, mais on peut parler de la piscine de Vèze comme projet emblématique, et d'Audet qui est sur les rails. On parle aussi dans ce rapport des stratégies de la biodiversité pour renforcer les actions qui mobilisent les acteurs du territoire et les services municipaux. Mais la transition écologique, ce n'est pas que technique, ce n'est pas que des rénovations, c'est aussi présent dans le volet social. On peut parler notamment dans notre arrondissement 2025 de l'ouverture de l'espace de vie sociale à Gorge-de-Loup, ou encore la production de logements sociaux et de BRS, et notamment rue Saint-Pierre-de-Vèze dans le qui ont laissé place à il y a une petite interruption.
Courte, voilà, interruption. Et donc, je finissais sur le plan fraîcheur avec aussi l'ouverture de points, et notamment la mairie du 9e arrondissement qui avait été ouverte cet été dans cette même salle des mariages. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Eh bien, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, ce dossier est adopté à l'unanimité. Nous passons à l'approbation de la délibération 106-790. Il s'agit de l'approbation du projet de plan climat air énergie territorial de la métropole de Lyon. Donc, il s'agit de donner un avis. Donc, le plan de mandat 2020-2026 de Lyon vise à améliorer la qualité de vie des habitants, réduisant les émissions de gaz à effet de serre. La ville doit s'adapter afin de préserver son habitabilité et inventer un avenir sobre et résilient. Donc, pour atteindre ces objectifs, la métropole de Lyon est chargée d'élaborer un plan climat, air, énergie territoriale, le PCAET, encore un acronyme. Ce document de planification phare pour stratégie territoriale en matière de climat, d'air et d'énergie. Et il opère évidemment sur le territoire de Lyon, et la ville donne son avis. En effet, les compétences métropolitaines impactent directement le quotidien des arrondissements: gestion des déchets, tri, bornes, compost, régie de l'eau potable, qualité de l'air, mobilité et aménagement des voiries, énergie, réseau de chaleur et réseau de froid, pour exemple celui de réseau de chaleur de la Duchère. Pour établir ces projets, la métropole et ses partenaires s'appuient sur un programme d'action qui s'articule autour de 42 actions prioritaires, articulées autour de 4 piliers: territoire qui protège, territoire qui transforme, territoire qui préserve et territoire qui s'organise. Ce nouveau document donc intègre toutes ces mesures, et ce PCAET converge avec le plan climat Lyon 2030 que la ville a mis en place. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Eh bien, je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. C'est un avis favorable. Nous passons à la délibération suivante, la 105-394. Il s'agit d'une mise en vente aux enchères de biens immobiliers. Pour le 9e arrondissement, il s'agit d'une maison de 310 mètres carrés située quai Arloin, avec une mise à prix de 892 500. C'est un bien qui ne répond plus aux besoins de la collectivité et qui ne justifie plus qu'on le garde dans le patrimoine communal. Donc, cette vente aux enchères qui présente plusieurs avantages, puisqu'elle est plus rapide et permet de tirer un meilleur prix des ventes immobilières, a été choisie par la ville pour céder ce bien immobilier. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Eh bien, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. La dernière délibération me concernant, après je céderai la parole à mes collègues, mais je devais assurer la présentation des délibérations de M. Genouvrier, exceptionnellement absent. Je crois que c'est la première fois qu'il est absent du conseil. Donc, il s'agit de l'actualisation des autorisations de paiement, des autorisations pardon, de programme dans le cadre de la PPI, plan d'équipement pluriannuel 2021-2026. Donc, c'est une délibération assez récurrente qui permet de faire la révision des autorisations de programme et de réajuster les montants qui avaient été prévus au plan pluriannuel d'investissement. Et je citerai que quelques exemples qui apparaissent parmi une liste assez longue de mouvements, évidemment. Il s'agit d'1 million supplémentaire pour la rénovation de la mairie du 9e arrondissement, 200 000 € en plus pour la médiathèque de Vèze, 75 000 € pour les travaux du TNG. Il y a aussi des opérations en plus et en moins pour les différents projets de crèches qui
qui vont être ou rénovés ou qui seront créés. Et puis, un peu moins d'argent que prévu. Il y a aussi des mois, on récupère des crédits, mais on en cède aussi, malheureusement. Mais il n'y en a pas tant que ça, donc c'est assez favorable au 9e arrondissement. 150 000 euros pour le gymnase Audry, qui a vu une rénovation partielle et finalement une deuxième phase qui n'a pas vu le jour. Et puis aussi le report de la rénovation du stade Gilbert Vigne, puisqu'il y a une, on va dire, une rustine qui a été apportée à ce stade, mais pas la rénovation prévue initialement. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions sur cette délibération? Eh bien, je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Eh bien, je vais céder la parole à Monsieur Paris, qui va nous, excusez-moi, Monsieur Paris, avant, Madame Cover ayant un impératif, elle doit s'absenter. Je lui cède la parole pour répondre à la question d'introduction de Madame Agé sur les balcons de Lille-Bar, puisque en tant que vice-présidente du CCAS, c'est votre sujet de prédilection. C'est pas celui-là spécifiquement mon sujet de prédilection, mais je vais répondre le président du CCAS restant monsieur le maire. Du coup, Madame Agerie, il me fait une joie de répondre, mais je rappelle qu'on a déjà répondu à des conseils d'arrondissement précédents. On a donné des éléments, et puis en mon absence, je sais que Madame Saint-Louise et puis Madame la maire avaient aussi d'apporter d'autres éléments, mais pas de problème, je peux tout à fait les répéter. Donc effectivement, sur la situation au balcon de l'île Barbe, puisqu'on avait plusieurs remontées et en fait, en vue d'établir un diagnostic assez précis et sincère, nous avions demandé avec mon collègue Alexandre Chevalier, donc adjoint sur les questions des seniors, un rapport d'audit à Madame l'inspectrice générale des services de la ville, en la personne de Evelyne Gaucharmac-Kiston, qui nous avait été transmis au mois de juin. Nous avions ensuite présenté à l'ensemble des organisations syndicales dans le cadre d'une F3SCT du CCAS ce rapport, et qui faisait état d'un certain nombre de préconisations. L'une des préconisations. Donc, en fait, ce rapport permettait aussi d'établir vraiment de manière assez objective la situation sur ce site, en la comparant notamment aux autres EHPAD, par exemple, de la ville de Lyon, pour pouvoir voilà, reprendre un peu de hauteur sur ce sujet-là. Et donc, dans les préconisations, il nous était conseillé, recommandé de lancer un diagnostic RPS, donc sur les risques psychosociaux, par un cabinet extérieur de la ville, chose qui a effectivement été lancée pendant l'été. Voilà, donc c'est quelque chose qui suit son cours, hein. Il y a une trentaine de personnes du site des balcons de l'île Barbe qui vont être auditionnés pour pouvoir voilà, continuer à objectiver la situation. Et ce rapport-là nous sera remis au mois de décembre. Et à la suite de ce rapport, il y a des actions qui nous seront recommandées, que nous pourrons ensuite mettre en œuvre de manière efficace. Pendant ce temps-là, il est quand même important de rappeler qu'il y a donc un CVS, un conseil de vie sociale, sur lequel siège Madame Saint-Louise et moi-même. Et donc, on rencontre régulièrement ce CVS. Et de la même manière, l'élu Alexandre Chevalier également rencontre les familles qui peuvent être inquiètes de ce qui se passe, pour pouvoir voilà, expliquer la situation avec le plus de transparence possible, comme à notre habitude. Et puis également, il y a la direction, le directeur du CCS, qui est vraiment en soutien des équipes pendant tout ce processus. Je vous remercie, Madame Cover. Du coup, merci pour cette réponse. Monsieur Paris, c'est à vous. Pour la première délibération, la 105-423, il s'agit d'un lancement d'opération. De nouveau, une délibération qui aurait été portée par Monsieur Genovrier et qui concerne le groupe scolaire Mistral. C'est à vous la parole. Oui, merci Madame le maire. En effet, c'est François qui porte cette délibération habituellement. Et comme c'est un groupe scolaire, je suis très content de pouvoir vous la présenter. D'autant plus que cette délibération va concerner au final une mise en sécurité, on va dire, pour les enfants et même au-delà des enfants, même pour les agents, puisqu'il s'agit en fait d'une opération de désamiantage et de remplacement de faux plafonds sur cette école.
Donc, le groupe scolaire Frédéric Mistral, qui a été construit bien avant 1997, puisque c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a eu la législation, en fait, sur cette question de l'amiante. Donc, bénéficie, en fait, d'un suivi, en fait, de ce qu'on appelle un diagnostic technique amiante, qui va permettre de suivre là où il y a de l'amiante et de voir, en fait, s'il y a un risque pour les personnes présentes dans le bâtiment. Donc, il n'y avait pas de risque en tant que tel sur ces dalles, en fait, qui étaient encore en bon état sur le dernier diagnostic, mais ça restait un risque potentiel. Et également, en fait, ça venait en fait complexifier l'intervention en fait des agents lorsqu'ils avaient des opérations de maintenance dans ces faux plafonds. Donc, on a pu décider avec la ville, et je remercie la ville d'avoir porté ce dossier aussi, de pouvoir désamianter ce groupe scolaire pour un coût du coup de 300 000 euros. C'est toujours conséquent en fait d'avoir des interventions sur le désamiantage, notamment pour s'assurer en fait de la sécurité des personnes qui vont intervenir. Mais je pense que c'est coûteux, mais vraiment essentiel. Donc, merci j'espère, voter cette délibération. Merci, Monsieur Perry. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Reynaud. Oui, Madame la maire, effectivement, ça me paraît très important et vous parlez de risques potentiels. Je m'étonne simplement qu'on ait mis aussi longtemps pour réagir, puisque ça fait déjà de nombreuses années qu'on est au courant. Pourquoi a-t-on attendu? Merci. Oui, je vais tenter une réponse, sachant que je ne suis pas spécialiste du patrimoine. Mais de ce que je comprends sur la question de l'amiante, c'est qu'en effet, il y a plusieurs, il y a beaucoup de bâtiments en fait, de la ville qui ont une présence d'amiante. Le problème, c'est surtout si en fait, ces surfaces sont abîmées. En fait, il y a pas de risque en fait, de diffusion de l'amiante auprès des personnes qui vont être dans ces bâtiments, en fait, si les matériaux en fait, ne sont pas usés, ne sont pas abîmés. Donc, il y a un suivi très régulier en fait, qui est obligatoire. La loi impose ce suivi et qui est réalisé en fait, pour s'assurer qu'il n'y ait pas en fait, de dégradation en fait, de ces matériaux qui pourrait, lui, en fait, provoquer en fait, des maladies ultérieurement, etc. Donc, il y a ce suivi qui est réalisé à échéance régulière. Et en effet, dès qu'on peut, on va intervenir, sachant qu'encore une fois, c'est un coût financier assez important. Et généralement, ça double en fait les enveloppes budgétaires. Donc, en effet, depuis 1997, la ville avait évidemment repérer en fait ces bâtiments, et qui ne sont pas que des écoles, hein. D'ailleurs, il y a d'autres bâtiments qui peuvent contenir potentiellement de l'amiante, et du coup s'engage et a fait ce suivi très régulier pour s'assurer que le risque ne soit pas un risque réel, mais qu'il soit un risque contenu. Et si jamais il y avait, en fait, parce que ça peut arriver qu'il y ait une dégradation, du coup, la ville intervient rapidement pour essayer de recouvrir en fait ces endroits pour que le risque ne soit pas présent par rapport aux usagers. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais en effet, la volonté, et moi je suis très content de présenter ces délibérations parce que c'est important, à un moment donné, de ne pas faire que du suivi et de réagir quand il y a un problème. C'est si on peut l'enlever, autant l'enlever, et ce qui est le cas en fait pour ces faux plafonds, et je pense que c'est une très bonne chose. J'espère avoir répondu avec les éléments que je peux avoir sur cette question-là. Merci. Oui, souvent, l'amiante est présente dans beaucoup de nos bâtiments puisqu'ils sont anciens, et c'est lors de rénovations d'ampleur qu'on traite le sujet, puisqu'elles ne sont pas, sauf exception, nocives pour les personnes qui côtoient ces bâtiments. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? Je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Une deuxième délibération concernant un autre groupe scolaire. Il s'agit des Dahlias, c'est la 105 et 427. C'est à vous, monsieur Paris. Oui, merci. En effet, groupe scolaire des Dahlias, donc c'est une rénovation partielle et création de préau. Rénovation partielle, puisque du coup, le groupe scolaire des Dahlias est composé de plusieurs bâtiments, et donc c'est le bâtiment maternel essentiellement qui va bénéficier de cette rénovation, avec une grosse rénovation énergétique en fait sur l'enveloppe du bâtiment, avec le remplacement des menuiseries, la mise en place de protection solaire, l'isolation par l'extérieur, l'isolation toiture et les planchers, une ventilation aussi qui va être mise en double flux. Il y a une grosse partie également de mise en accessibilité, puisque le groupe scolaire des Dahlias en fait est dans une pente, et du coup il y a une pente qui est un peu trop prononcée, donc là il y a la mise en place en fait d'une meilleure accessibilité. Le remplacement également du système de sécurité incendie qui était très vieillissant. On en arrivait même au bout de la possibilité en fait, de racheter des pièces pour ce type de système de sécurité. Donc là, il est remplacé intégralement. Et puis également, je pense qu'on est très content de ça, puisque en effet, il y avait des risques et une création de préau, puisqu'en fait, cette école
étant juste en dessous en fait, de la barre Sakharov, il y avait régulièrement des objets qui tombaient potentiellement dans la cour. Et donc, ça vient sécuriser un petit peu plus cette chose-là. Il y avait déjà une enceinte avec un filet qui avait été mis en fait entre l'immeuble qui est en surplomb et la cour, mais qui n'était manifestement pas suffisant. Heureusement, on n'a pas eu d'accident en fait à proprement pas parler, mais on retrouverait régulièrement des objets. Donc, c'est une très bonne chose qu'en fait ce préau soit mis en place. Donc, ça va permettre tout ça, cette rénovation énergétique et également la mise en sécurité. Et tout ça pour un coût global de quasiment 3 millions, donc 2 965 000. Parce que c'est en effet quelque chose aussi d'essentiel à effectuer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Madame Roquemorel, que j'ai croisée très dernièrement, me demandait quand allaient commencer les travaux. Je vous laisse le soin, du coup, de lui annoncer cette bonne nouvelle. Nous passons à la 105-154. Il s'agit d'approbation de nouvelles conventions relatives aux dons alimentaires entre la ville de Lyon et les associations. Oui, en effet, donc ça rentre dans un plan d'aide aux personnes les plus démunies et également dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est déjà quelque chose qui existait précédemment, hein, puisque en fait, c'était un principe du don alimentaire qui avait déjà été approuvé au conseil municipal du 1er juillet 2019 et du 19 décembre 2019. Et c'était une convention signée avec les Restos du Cœur du Rhône et la Banque alimentaire du Rhône. Sur les années précédentes, depuis leur mise en œuvre, pour avoir un peu un ordre d'idée, en fait, ça a permis de récupérer l'équivalent de 75 tonnes de denrées, soit l'équivalent de 39 000 repas par an. Donc, c'est pas anodin, en fait, ce qui peut être offert aux plus démunis. Et puis, c'est tout ça qui partait précédemment à la poubelle. C'est des conventions qui ont une durée de 2 ans renouvelable. Et donc, c'est pour ça que là, on est sur une nouvelle convention, mais qui va être reconduite, en fait, sur le même système qu'avant, avec les Restos du Cœur et la Banque alimentaire du Rhône. Eh bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Eh bien, je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Nous passons à la 106-524. Il s'agit d'attribution de subventions de fonctionnement à la Fondation Innovation et Transition. Oui, c'est également du coup une subvention qui avait déjà été donnée en 2024. Donc, pour rappel, la Fondation Innovation et Transition, elle va favoriser les partenariats entre l'école et les acteurs du territoire. Et le gros enjeu pour cette fondation, elle cible donc des actions auprès des enfants d'âge élémentaire. Et les objectifs, c'est d'intervenir avant l'installation de stéréotypes et de l'autocensure, notamment sur la question de la découverte des métiers, par exemple, lutter contre le déterminisme social et favoriser l'égalité des chances, favoriser la connaissance de soi et élever les aspirations des enfants. Donc, à ce titre, la ville de Lyon, elle propose de soutenir ce projet là, qui s'appelait la grande enquête des métiers par l'attribution d'une subvention d'un montant de 14 000 €. Donc, comme je vous le disais, c'était le montant identique à 2024. Et elle propose de déployer ce projet au sein des accueils de loisirs et notamment sur les ateliers du mercredi matin, donc sur les temps périscolaires. Elle vient s'ajouter et compléter, on va dire, l'offre entière du périscolaire de la programmation 2025-2026. Donc, les ateliers du mercredi matin pourront bénéficier de ce type d'intervention. Je pense que c'est une très bonne chance, notamment, en fait, encore une fois, dans des quartiers politiques villes où beaucoup d'enfants vont, comme c'était dit, s'auto-censurer sur les possibilités qu'ils ont. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Ça redonne du sens aussi à l'éducation et à l'école en leur disant, bah oui, l'école peut vous accompagner et vous pouvez potentiellement avoir des métiers que vous n'auriez pas forcément pensé par vous-même au départ. C'est un bel exemple. Eh bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Eh bien, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Nous passons à la délibération suivante, la 106-522. C'est toujours pour vous, Monsieur Paris, avec le projet éducatif lyonnais et une programmation complémentaire d'attribution de subventions pour les classes découvertes. Oui, en effet, une délibération assez habituelle à cette époque de l'année, hein, puisqu'on la présente chaque année, donc la programmation complémentaire et le soutien au départ en classe découverte pour l'année 2026. Donc, une partie d'attribution de subventions complémentaires pour 5 projets qui sont déjà soutenus dans la programmation du PEL, notamment auprès de l'association Souris Verte, hein, qui va
qui va intervenir sur toutes les questions, notamment de handicap. C'est une subvention complémentaire de 5 000 €. Il y a également des projets d'initiatives locaux qui vont, et là on a la chance, puisque dans les 4 exemples qui sont donnés dans cette délibération, on voit que 3 en fait, vont bénéficier à des écoles du 9e, donc l'école Johannes Massé, l'école Chapeau Rouge et l'école des Bleuets, avec des projets pour Johannes Massé, jouer aux échecs pour bien réussir à l'école. Pour Chapeau Rouge, un projet sur le théâtre pour exprimer ses émotions, et sur les Bleuets, un projet agriculture urbaine. Ça, donc, c'était pour la première partie. Une deuxième partie d'attribution de subventions sur les nouveaux projets. Et là aussi, en fait, le 9e va pouvoir bénéficier, pour être spécifiquement sur la question du 9e, notamment l'école Jean Zay, une subvention pour le soutien au déploiement du dispositif Émile. Donc, Émile, c'est un dispositif enseignement d'une matière intégrée à la langue étrangère. Et en effet, il y a peu de dispositifs Émile qui sont déployés sur la ville de Lyon. Et on a eu des sollicitations de cette école qui, du coup, a des frais supplémentaires, on va dire, en fait, pour pouvoir mettre en place ce dispositif qui est porté initialement par l'Éducation nationale. Et donc, c'est une très bonne chose de pouvoir soutenir, en fait, ce dispositif-là, parce qu'on a d'autres dispositifs qui sont déjà un peu plus larges et plus déployés au niveau de la ville et qui bénéficiaient de subventions. Et ce dispositif étant un peu, on va dire, isolé, esselé, qui avait moins de dispositifs Émile, du coup, il était peut-être passé jusqu'à présent un peu en dessous des radars. Et suite aux sollicitations, on a pu monter ce projet. Je pense, va être très apprécié par l'école Jean Zay. On a également, auprès de l'école de la Gardeau, autour de la thématique des droits de l'enfant et de la prévention des violences, un autre projet qui va plutôt rentrer dans l'éducation plus juste, plus solidaire et plus inclusive. Et puis une troisième partie, donc l'attribution de subventions sur le soutien au départ en séjour libre. Donc les séjours libres, je vais être très rapide puisqu'on le présente chaque année. Ça permet aux enfants de partir sur des périodes de 3 à 5 jours, donc il faut qu'il y ait des nuitées. Et quand il y a des nuitées, la ville va également donner une aide au personnel de l'éducation nationale, un dédommagement, on va dire, pour ces nuitées-là. Et elle a aussi un peu élargi, puisqu'il y avait précédemment en fait, des personnels qui ne touchaient pas forcément d'aide. Je me dépêche, mais c'est important de le mettre en valeur, parce qu'on va être sur des personnels de type AESH en fait, qui vont venir pour aider en fait, certains enfants à besoins particuliers, et eux aussi vont pouvoir bénéficier de cette aide. Donc c'est une très bonne chose. Et donc, je m'arrête là. Merci, vous êtes dithyrambique sur ces projets. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Eh bien, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie, Monsieur Paris. Nous passons à une délibération présentée par Madame Frégnot, la 39 679. C'est à vous la parole. Merci Madame la maire. En effet, ce projet de délibération concerne l'attribution d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 47 000 € à l'association de promotion des maisons médicales de garde libérales lyonnaises. Alors, je vous passe l'acronyme parce que voilà. Cette association a pour objet donc de promouvoir l'organisation de la garde de nuit des samedis, dimanches et jours fériés effectuée par des médecins généralistes à Lyon en une permanence de soins. Elle permet ainsi d'offrir aux patients et patientes lyonnaises un service de proximité à même de résoudre les urgences ne nécessitant pas de soins lourds. Il s'agit également de soulager les services d'urgence des hôpitaux. Ce dispositif répond à une demande et une attente des Lyonnaises et Lyonnais pour un meilleur accès aux soins. Dans ce cadre, l'association a mis en œuvre la création puis le fonctionnement de 4 maisons médicales de garde à Lyon, situées dans le 5e, 6e, 8e et 9e arrondissement, et cela jusqu'en décembre 2024. Jusqu'à cette date, la ville de Lyon a apporté son soutien financier à l'association avec l'attribution d'une subvention annuelle de fonctionnement général de 70 000 €. En 2025, le nombre et la localisation des maisons médicales de garde a évolué sous la houlette de l'Agence régionale de santé compétente pour définir le maillage territorial en matière de soins. Ainsi, les maisons médicales de garde des 6e et 8e arrondissements conservent leur localisation et l'orientation des patients vers ces deux structures demeurent identiques. En revanche, nous en avons déjà débattu ici, des problèmes de salubrité et de sécurité au sein des maisons médicales de garde des 5e et 9e arrondissements ont déclenché un accompagnement à la recherche de nouveaux locaux par les services de la ville de Lyon. En janvier 2025, le choix de l'association s'est porté sur un local, non pas à Lyon, mais à Tassin-la-Milune, immédiatement disponible et clé en main.
Cette décision, validée par l'ARS, a été prise rapidement, la ville de Lyon se trouvant mise en pied du mur. Par conséquent, les patients des anciennes maisons médicales de garde de Lyon 5e et Lyon 9e sont donc désormais orientés vers Tassin-l'Admilune. Donc à ce propos, je tiens à redire ce soir que le choix de la maison médicale de garde du 9e de partir sur Tassin-l'Admilune n'est bien évidemment pas une option de l'exécutif lyonnais. Nous avons échangé longuement à ce sujet lors du conseil d'arrondissement du 13 mars. Nous avons échangé sur les options qui ont été proposées à la maison médicale de garde du 9e par la ville de Lyon. Et ça, suite à une question du conseil de quartier de Vèze Industrie Roche-Cardan. Aujourd'hui, la ville de Lyon s'engage à continuer à soutenir financièrement l'association par une subvention de fonctionnement général de 47 000 € en vue de couvrir les charges de la structure, loyer, charges locatives, frais d'assurance et fluides, à savoir 37 000 € pour les maisons médicales des 6e et 8e arrondissements et 10 000 € pour la maison médicale de Tassin-l'Admilune. Mesdames et messieurs, je vous propose d'adopter le versement de cette subvention ainsi que la nouvelle convention cadre pour les années 2025 à 2027. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Nous passons aux délibérations présentées par Monsieur Jobert. Il s'agit de la 106 679 et une enveloppe pour du mobilier dans le champ de la petite enfance. Tout à fait. Merci, Madame la maire. C'est une délibération, somme toute, assez technique qui permet à la ville de Lyon d'engager des crédits pour financer du mobilier dans nos crèches. Je l'ai redit, c'est important, nos crèches, et on est très satisfait des établissements qu'on a, et du coup, on a envie de continuer à ce qu'ils aient du matériel de qualité et des petits travaux, parce que je crois que la délibération embarque à la fois des enveloppes pour les petits travaux et pour le matériel. Donc, je vais simplement nous inviter à voter favorablement à une délibération nécessaire pour le bon fonctionnement de nos équipements. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions, des interventions? Je vous propose d'être passé aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Nous passons à la 106 678, adoption et renouvellement de convention cadre pour l'occupation de locaux. Tout à fait. Toujours donc, pour la petite enfance. Toujours pour la petite enfance, on en parle beaucoup et on en est très content aujourd'hui. Comme vous le savez, un certain nombre de structures d'accueil de jeunes enfants à Lyon sont gérées par des structures associatives. C'est un peu la particularité de ce modèle lyonnais, à la fois des établissements gérés par le service public, par la ville de Lyon, et d'autres délégués à des associations d'intérêt général. Et donc, pour soutenir ces associations, leur permettre de faire ces activités, nous leur mettons à disposition les locaux dans lesquels ils exercent les activités d'accueil de jeunes enfants. Et donc, en l'occurrence, ces locaux sont contractualisés par des conventions. Donc, on met à jour, on re-signe 2 conventions pour les locaux de 2 crèches de l'arrondissement, l'Ours en Peluche et l'Idalia. Donc, évidemment, un vote favorable pour cette délibération. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Nous passons à une dernière délibération dans votre délégation, Monsieur Jobert, la 104 970. Il s'agit de dispositifs de propreté, justement de propreté. Vous pourrez comme ça répondre. Tout à fait. Eh bien, merci, Madame la maire. Donc là, on est sur une délibération, là encore relativement technique, mais qui me permettra de répondre à quelques éléments qui ont été soulevés par Madame Hagery sur la question de la propreté et de la collecte des déchets, notamment sur le quartier de Saint-Rambert. Juste présente le cœur de cette délibération, qui est le conventionnement entre la métropole, qui est en charge du nettoiement sur l'espace public dans toute l'agglomération, les rues, les trottoirs, voilà, et ce qui incombe à la ville de gérer en termes de nettoiement, notamment ses parcs et aussi ses espaces verts. Historiquement, sur la Duchère, et ça a été étendu du coup depuis à Industrie à Saint-Rambert, il y a une convention qui est faite entre la ville et la métropole pour que la métropole se charge du nettoiement de l'intégralité de ce qui relève du domaine public, donc les voiries, les trottoirs, mais également les jardins. Donc là, la délibération qui nous est présentée à ce conseil aujourd'hui, elle vise à renouveler cette convention entre la ville et la métropole dans le cadre du renouvellement du marché qui a été fait par la métropole. Donc ceux qui ont un œil attentif à ce qui se passe dans nos rues ont remarqué qu'on a eu un changement de délégataire de services publics pour le nettoiement dans ces quartiers-là. Donc c'est dans ce cadre-là que l'on renouvelle la convention qui lie la ville et la métropole pour avoir un prestataire unique
sur la majorité des lieux du territoire, certains parcs étant encore nettoyés par la ville de Lyon, par des chantiers, enfin, par des entreprises d'insertion. Cela étant dit, sur les quelques sujets que vous avez soulevés, Madame Hagery, je pense notamment au sujet de Claude Debussy, qui est une rue un peu particulière, assez méconnue du 9e en Haute-Saint-Rambert, qui est une zone pavillonnaire avec un espace public et une voirie un peu particulière, assez étroite. La situation est la suivante. On a des personnes qui stationnent sur cette rue de manière toléré, j'ai envie de dire. Mais ce stationnement, quand il est fait au mauvais endroit dans la rue Claude Debussy, occasionne l'impossibilité pour le camion de collecte de déchets de venir passer dans la rue, tourner et puis permettre de récolter les déchets. Donc on a eu pendant 2 à 3 semaines effectivement une carence de collecte sur le secteur. Et donc la mairie d'arrondissement, qui d'ailleurs n'est pas, dont ce n'est pas la compétence, hein, c'est la métropole qui gère la collecte, a souhaité s'en mêler parce que effectivement c'est un vrai sujet à la fois de salubrité, d'attention pour les habitants. Donc ce qu'on a fait, parce que on avait fait par ailleurs une marche exploratoire avec les habitants de ce secteur-là pour discuter des difficultés sur la voirie, c'est qu'on a envoyé un courrier à tous les habitants du secteur en les invitant à ne pas à faire attention, à être vigilants et à se coordonner entre eux sur les zones de stationnement d'un certain nombre de voitures. Et ça marche parce que maintenant ils ont des groupes d'échange et ils essayent justement d'éviter que les voitures empêchent le camion de stationnement de stationner. Bien sûr, la métropole a par ailleurs renforcé le service une fois qu'elle a pu aller ramasser les déchets avec des collègues qui étaient imprévus pour justement solder le passif. Et donc aujourd'hui, on est revenu à une situation normale. Probablement que dans les semaines, mois à venir, où on regarde la configuration de la voirie, on aura de nouveau ce type de problème. Et c'est une vigilance collective à avoir entre les habitants, la ville et la métropole pour que le problème ne se renouvelle pas. Et par ailleurs, sur les autres éléments que vous indiquez, de propreté, de dépôt sauvage, là, on vous invite, et donc, on l'a vu avec l'éclairage public, vous avez une ligne directe en tant qu'élu à nous indiquer où vous constatez des dépôts sauvages. Et bien sûr, la métropole se chargera de les faire enlever. Et je pense d'ailleurs, je me permets par là, hein, à rappeler l'engagement important de la métropole sur la propreté et notamment l'enlèvement dans encombrants dans les rues, avec ce nouveau service de récolte des encombrants directement auprès des habitants, justement parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des difficultés autour des dépôts sauvages et que le service public doit s'adapter à la fois aux pratiques et aux incivilités commises par un certain nombre d'habitants, mais aussi aux changements de circulation qui font qu'on a besoin d'un service de récolte des encombrants. Une fois que j'ai dit ça, je vous invite évidemment à voter favorablement cette délibération nécessaire au bon fonctionnement des services. Merci, Monsieur Jobert. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Merci pour ces présentations. Nous passons à la délibération 105-412. Il s'agit d'une délibération concernant la médiathèque Marceline Desbordes-Valmore. C'est Madame Mambré qui va nous la présenter. Tout à fait, merci Madame la maire. En l'absence de François Genouvrier, je prends la parole sur notre belle médiathèque, car vous n'êtes pas sans savoir qu'elle va être en travaux. Donc cette délibération qu'on va voter ce soir permettra donc le lancement de ces travaux et l'adaptation du montant de l'opération. Donc je rappelle brièvement que elle va bénéficier d'une importante rénovation pour permettre un meilleur accueil du public, du confort du personnel, une diminution significative des consommations énergétiques. Donc ça va apporter sur l'amélioration de l'accessibilité, ça va apporter également sur l'amélioration thermique, comme je disais, avec modification de puits de lumière à l'étage, et ça va porter également sur un projet culturel et d'usage avec réaménagement des étages enfants et adultes. Et enfin, l'amélioration des conditions de travail avec modification des bureaux au dernier étage. Donc il en ressort que le coût global de l'opération est de 3 600 000 € TTC. Et les travaux de la médiathèque Marceline Desbordes-Valmore sont prévus pour commencer à l'été 2026 et durer jusqu'à l'été 2027. Donc, pour information, côté mairie du 9e et en lien avec la direction de la médiathèque, nous travaillons actuellement sur le maintien d'un lieu fixe de consultation pendant les travaux. Les modalités ne sont pas encore arrêtées, mais voilà, nous sommes sur ce dossier. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Une deuxième délibération pour vous, Madame Mambré, la 116
619 concernant l'approbation d'une signature de convention avec la métropole. Tout à fait. Donc, face aux difficultés de nombreux intervenants du secteur social et solidaire pour orienter les publics au sein d'un tissu d'acteurs dont les actions sont souvent connues de manière partielle et non actualisée, la métropole de Lyon a développé la plateforme numérique G-Orienté. Donc, l'objectif de cette plateforme est d'améliorer l'accueil des publics en difficulté en visant une meilleure connaissance réciproque des acteurs. Donc, il s'agit d'une base de données partagée, détaillée et régulièrement actualisée par les différents utilisateurs. Donc, plusieurs services de la ville de Lyon sont régulièrement sollicités par des usagers en difficulté. Alors, la ville de Lyon souhaiterait donc bénéficier de l'outil en question, dont l'utilisation est encadrée par une convention signée entre la ville de Lyon et la métropole de Lyon. Donc, il s'agit vraiment grossièrement d'une plateforme ressource qui servira à ces services de la ville pour orienter les publics en demande de manière plus efficace vers les autres services et structures concernées compétentes. Donc, sont ainsi intéressées la bibliothèque municipale de Lyon, car elle accueille chaque année plus de 2 millions de visiteurs de manière inconditionnelle. Les mairies d'arrondissement également, qui accueillent de la même manière, de façon inconditionnelle, et le public, et informe, accompagne et réoriente ces personnes en situation précaire vers d'autres services de la ville, de la métropole de Lyon, des acteurs sociaux, etc. Également, le centre contact de la ville de Lyon, Lyon en direct, en a fait la demande, puisqu'il reçoit très régulièrement des appels de personnes en difficulté. Et ça permettra notamment de mieux les réorienter. Et enfin, il y a d'autres directions qui sont susceptibles d'être intéressées, comme la direction de la santé, de la sécurité de prévention, etc., etc. Donc cette convention permettra à tous les services de la ville de Lyon qui sont intéressés par cet outil et en contact directement avec les usagers d'utiliser ces services que propose donc G-Orienté. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie, Madame Membré. Nous passons à 2 délibérations présentées par Madame Saint-Ruiz. La 105, 125, il s'agit du plan handicap avec l'attribution de subventions dans le champ du handicap. C'est à vous la parole. Oui, merci. Alors, la politique handicap de la ville de Lyon, ça s'inscrit dans un plan handicap qui va de 2023 à 2026. L'objectif est clair, c'est garantir l'égalité des droits et l'accessibilité pour toutes et tous, dans tous les domaines de la vie, l'éducation, la culture, le sport, etc. Cette politique s'appuie entre autres sur une démarche qui se veut participative via le travail effectué pendant les réunions de la commission communale d'accessibilité, qui rassemble plus de 60 associations représentant tout type de handicap. Donc, pour l'année 2025, la ville consacre 114 600 € de subventions aux associations qui œuvrent sur le champ du handicap et de l'inclusion. La délibération présentée aujourd'hui, donc, elle correspond à une deuxième tranche pour un montant de 12 600 € répartis sur 8 projets d'associations qui sont portés par des mairies d'arrondissement et 7 associations pour lesquelles la ville souhaite renforcer son soutien. Dans le 9e arrondissement, on soutient l'AMAC, c'est l'association Maison Accueil Handicap et Citoyenneté. C'est une subvention qui vient répondre au projet nommé Le Grand Pique-Nique Inclusif, qui a eu lieu en début d'été, dont l'organisation était portée à plusieurs par les membres du collectif Handicap Neuf, un groupement de personnes en situation de handicap, dont j'assure la dynamique par des réunions régulières tout au long de l'année. Cet événement ancré dans la vie du quartier a pris place au Parc Croquette. Il avait pour but de proposer un moment convivial et d'animation sur une après-midi pour changer de regard sur le handicap. Cette tranche de subvention comprend également d'autres projets portés par des mairies d'arrondissement, comme des actions de sensibilisation, handiparentalité, inclusion au sport. Bon, tout cela, il y en a des tas. Tout cela témoigne vraiment d'un grand dynamisme dans le domaine. Merci. Merci, Madame Saint-Ruiz. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Eh bien, je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Et je tiens à signaler, oui, c'est le caractère très convivial de ce pique-nique qui a pu réunir beaucoup de structures et beaucoup de personnes en situation de handicap, et pas que. Le deuxième rapport, le 106-731, rapport annuel sur la situation en matière d'égalité hommes-femmes pour l'année 2024. Oui, c'est un rapport dont on va prendre acte, mais pas voter. Oui. Je vais essayer de me dépêcher, mais je vais quand même devoir donner quelques exemples parce que c'est quand même très important. Donc, c'est un rapport qui se base sur une loi de 2014 donc, qui incombe que l'État et les collectivités doivent faire état d'un rapport quand on dépasse 20 000 habitants pour présenter chaque année l'avancée de l'égalité femmes-hommes.
Voilà. Ce rapport annuel, donc, c'est le 10e rapport de son genre. Il porte sur l'année 2024. Il s'articule sur 3 volets. La politique de ressources humaines en matière d'égalité professionnelle, l'égalité femmes-hommes comme enjeu transversal des politiques publiques et la diffusion d'une culture de l'égalité sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a quelques éléments que je voulais vous partager. En interne, la ville poursuit son plan d'action. Donc, par exemple, en 2024, 3 nouvelles autorisations spéciales d'absence ont été mises en place. Le congé menstruel, le congé d'interruption de grossesse et l'extension du congé paternité. C'est des mesures plutôt nouvelles dans la fonction publique territoriale et qui favorisent une meilleure conciliation des temps de vie et des répartitions plus équilibrées des responsabilités familiales. Aussi, la ville de Lyon obtient un score de 86 sur 100 à l'index égalité femmes-hommes, ce qui est vraiment pas mal, confirmant que c'est une politique volontaire qui porte ses fruits, même si les écarts de rémunération restent encore présents. Mais je vous laisserai lire le rapport si vous voulez des détails. La formation et la prévention au sexisme s'est intensifiée. Il y a plus de 500 agents et agentes qui ont suivi des modules contre les violences sexistes et sexuelles. Dans les politiques publiques, la ville renforce aussi la budgétisation sensible au genre. Elle permet d'analyser l'impact des dépenses selon le sexe des bénéficiaires. Et en 2024, 2 nouvelles directions, la démocratie ouverte et le théâtre des Célestiens, ont été formées et ont intégré la démarche. De son côté, la direction des sports, elle poursuit ses efforts sur la visibilité du sport féminin. 77% des places achetées par la ville lors des Jeux Olympiques concernaient des épreuves féminines et le soutien aux clubs s'investissant sur l'axe égalité femmes-hommes continue de croître. Voilà, enfin, je voulais juste signaler que le Musée des Beaux-Arts a fait des achats à hauteur de 40% d'œuvres qui étaient d'artistes féminines, ce qui n'a encore été jamais le cas auparavant. Il y a aussi un parcours thématique dédié aux créatrices qui a été inauguré en automne. Voilà, je vous remercie de prendre connaissance de ce rapport. Merci. Donc, effectivement, nous prenons acte de ce rapport. Nous passons, merci Madame Saint-Ruiz, nous passons à la délibération suivante. C'est Monsieur Giraud qui va nous la présenter. Il fait les gros yeux. Oui, il s'agit de la 106-712 concernant des attributions de subventions pour la politique de la ville. À vous la parole. Merci Madame la maire. Je ne sais pas si je vous fais les gros yeux à vous ou à d'autres. Peut-être qu'une remarque préalable avant la présentation effectivement de cette délibération. Je souhaitais revenir sur les propos introductifs qui ont été tenus en ce début de séance. Et je le dis avec un peu d'émotion, effectivement, parce que si la rubrique nécrologie peut s'avérer nécessaire et sincère, elle l'est pour peu que l'entourage de ces défunts en soit tenu informé et prévenu à l'avance. Connaissant particulièrement bien Michel Collet-Billon, fidèle militant du Parti socialiste, connaissant bien ses fils, aussi pudiques et timides que leur père, les ayant soutenus ces dernières semaines, ils n'ont jamais souhaité une quelconque exposition de ce terrible événement, encore moins un hommage dans une séance publique quelconque, préférant l'intimité et leur jardin secret en Isère, dans le pays voironnais. Donc, quand la rubrique nécrologie, soi-disant bienveillante, s'organise dans le dos des familles, c'est un minima malheureux, c'est surtout scandaleux. Et je tenais à vous le dire publiquement, Madame Agéry. Suite au SICA, je souhaitais saluer l'ensemble des équipes aussi présentes ce soir, les forces de police, la police municipale, les agents médiateurs, les agents socio-éducatifs, pour leur investissement, notamment au sein des quartiers de notre territoire. Ils n'ont pas des métiers faciles, ils sont précieux pour nous et évidemment, ils forcent tous le respect. Dans ces conditions, effectivement, la délibération que je dois porter a peu d'impact, quand bien même elle vise justement nos quartiers populaires et notamment le quartier de la Duchère. Elle vise effectivement à délibérer sur 2 financements sur des frais de fonctionnement de projets. Un projet porté par l'association Aux Aguets sur le quartier de la Duchère qui souhaite proposer des ateliers d'éducation aux médias auprès des jeunes à partir de 12 ans. On parlait de la jeunesse de notre arrondissement en SICA et notamment le sujet évidemment très important de l'éducation aux médias quand on sait aujourd'hui
ce que certains médias arrivent à faire comme ravage. Et l'idée ici, c'est de travailler la production participative d'émissions de radio. Et pour la réalisation de son projet, l'association a besoin d'acquérir une radio box. Et à ce titre, elle va bénéficier d'une subvention d'investissement de 3 960 € pour qu'elle puisse effectivement acquérir cet équipement nécessaire. Le deuxième financement, ou plutôt une évolution d'une convention, c'est une convention qui nous lie avec l'ANRU et la métropole de Lyon concernant les quartiers fertiles. Donc, les quartiers fertiles, ce sont des dispositifs qui ont été développés en fin de mandat dernier, en 2020, plus exactement, au plan national. La Duchère en a bénéficié. La partie la plus émergée de l'iceberg du quartier fertile à la Duchère, c'est évidemment la mise en place de la halle agriculturelle à l'emplacement de l'ancien centre commercial de la Sauvegarde. C'est un tiers-lieu expérimental centré sur l'alimentation durable. Gauthier en parlerait bien mieux que moi. Et le projet vise aussi à développer les sites de production maraîchère et mettre en réseau les acteurs déjà présents. Le projet donc, du quartier fertile se termine en 2025. Il s'agit de le prolonger sur la période 2025-2028. Et les financements évoluant, il est nécessaire de revoir la convention liant la métropole, l'ANRU et la ville de Lyon. Voilà les deux projets que je devais porter et que je vous soumets à validation. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Et je tiens à dire que nous étions à la fête de la Courge avec monsieur Chapuis à la halle agriculturelle et pas très longtemps. Et que c'était un moment de partage et culinaire avec notamment les mamans, parce que oui, c'est les mamans qui cuisinaient, mais de très bons mets autour des légumes de saison. Merci. On passe aux délibérations suivantes qui seront présentées par monsieur Drioli dans le cadre du sport. La première, la 106-609, il s'agit d'un soutien individuel aux athlètes de haut niveau pour les Jeux olympiques et paralympiques. C'est à vous la parole, monsieur Drioli. Donc, comme vous le voyez sur le rapport, on a un certain nombre d'athlètes à soutenir comme on le fait habituellement. Et donc, c'est un rapport qui nous permet ce soir de continuer à soutenir ces athlètes. Alors, attendez, je me mets sur le rapport, je suis désolé, parce que du coup, petit problème de réseau. Non, ça va aller. Allez, encore un petit peu de patience, il reste 4 délibérations. Ça y est. Ces délibérations, somme toute, assez Je suis désolé. Hop. communes, c'est-à-dire récurrentes. Et donc, nous avons notamment dans notre donc plusieurs catégories. Catégorie A, athlète au statut élite. Catégorie B, athlète au statut relève ou senior. Avec pour la catégorie A un soutien donc, de 5 500 € et pour la catégorie B un soutien de 3 500 €. Il s'agit là de participer financièrement à la préparation et aux entraînements de ces athlètes. Et puis pour en citer quelques-uns, puisque certains sont issus de notre arrondissement, comme Jules Bouillet du Lyon Plongeon Club, que vous connaissez, qui était aux Jeux Olympiques et qui a commencé, on va dire, ses entraînements donc, au Lyon Plongeon Club sur la piscine de Vèze. Et on a également d'autres athlètes, notamment Sarah Yafrat et Adam Yafrat de la Gauloise de Vèze sur l'haltérophilie, qui sont également qui rentrent dans ces catégories, qui sont des catégories définies nationalement et donc que nous pouvons aider financièrement. Il s'agit là d'un rapport qui permet d'aider près de 23 athlètes sur toute la ville de Lyon pour un montant total de 500 €. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. La suivante, la 106-622, il s'agit d'une subvention de 1 000 € pour l'association Lyon Plongeon pour leur meeting des Lumières qui aura lieu le 13 et 14 décembre à la piscine de Vèze. Oui, donc les habitués de ce conseil d'arrondissement connaissent ce rapport également. Je parlais du Lyon Plongeon Club à l'instant. Il s'agit là du meeting des Lumières qui a lieu à la piscine de Vèze et qui aura lieu cette année
le 13 et 14 décembre. Alors là, c'est une 5e édition qui sera aussi un peu particulière. Jules Bouillet, qu'on a rencontré avec Madame la maire, avec Julie Blafort, avec Grégory Doucet, lors de la réouverture de la piscine de Vèze suite à la rénovation, nous a confirmé qu'il serait présent. Et donc, c'est aussi un meeting des Lumières qui aura lieu après la rénovation de la piscine de Vèze et qui permettra aussi aux plongeuses et aux plongeurs de s'essayer à ce nouvel équipement, puisque les plongeons ont été très fortement rénovés. On permet aussi des plongeons en synchronisé, ce qui n'était pas possible avant. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour le club qui réintègre la piscine de Vèze et qui pourra continuer avec ce spectacle qui est hallucinant. Moi, je vous invite à vous y rendre. C'est un meeting des Lumières de plongeuses et de plongeurs qui est vraiment fabuleux. Et cela permet de découvrir cette discipline qui est assez peu connue. Et donc là, pour le coup, il y a un accueil public qui est permis. Voilà. Merci, monsieur Drioli. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Un autre meeting qui aura aussi lieu à la piscine de Vèze, mais cette fois, il s'agit de natation, une subvention de 6 000 €. C'est la délibération 106 621. Oui, très d'actualité, puisque c'est, vous l'avez dit, Madame la maire, un meeting de natation qui a lieu très prochainement et donc qui, sur 2 jours, permet d'accueillir des nageuses et des nageurs à un niveau assez élevé avec un niveau régional, national et international. Il réunira près de 350 nageuses et nageurs et donc bien là également, n'hésitez pas à venir. Plus de 2500 spectatrices et spectateurs sont attendus. C'est une manifestation qui permet de célébrer la réouverture de la piscine. Je le disais également ici, on a déjà eu des plongeurs et des plongeuses, des nageuses et des nageurs, la nage synchronisée lors de l'ouverture de la piscine. Mais là, c'est chaque club qui va permettre de reprendre ces événements que nous soutenions annuellement, bien évidemment, ici même en conseil d'arrondissement et en conseil municipal. Et donc là, c'est le meeting de natation du Lyon-Plongeon, du Lyon-Natation, pardon. Eh bien, très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Une dernière délibération pour ce soir, la 106-610. Il s'agit d'une subvention également, mais cette fois pour la Gauloise de Vèze. Oui, Madame la maire, et vous le savez, je le redis à chaque fois qu'on soutient ce tournoi féminin, qui est un tournoi d'haltérophilie et qui rassemble un grand nombre de sportives, donc dans notre arrondissement. Et puis, c'est la Gauloise de Vèze, le plus ancien club de sport de la ville de Lyon. Je tiens à chaque fois à le redire. Et un club qui accompagne nos jeunes et nos jeunes. J'en citais 2 à l'instant pour la préparation des Jeux Olympiques. Et donc, bien évidemment, on continue à soutenir ce tournoi d'haltérophilie féminin qui aura lieu également prochainement. Et donc, je vous propose de poursuivre ce soutien à ce club emblématique de notre arrondissement. Eh bien, je vous remercie. Voilà, c'est la dernière, c'est la dernière. Est-ce qu'il y avait des questions, des interventions? Eh bien, je vois qu'on ne va pas pouvoir passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Nous avons épuisé l'ordre du jour de notre conseil d'arrondissement. Merci pour votre patience. Il est assez tard. Nous nous retrouvons le 9 décembre pour le prochain conseil d'arrondissement. Bonne soirée à toutes et tous. Merci.